Comment vous êtes devenu avocat? Qu'est-ce qui vous a poussé, Maître Villemain? Je dois dire que je pense que ça correspondait à une vocation profonde, plongeant ses racines dans l'enfance, mais que je n'osais m'avouer, pensant être trop timide, trop peu sûr de moi. Ah ouais. Je me suis orienté d'abord en direction de la médecine, ça a duré 3 mois, puis j'ai décidé d'aller assister à une cour d'assises. J'en suis ressorti bouleversé et convaincu que c'était ma destinée et qu'enfin il fallait que j'extériorise cette vocation profonde. Maître Vergès. Quand j'étais étudiant, j'ai assisté à un procès d'assises. Et je suis sorti profondément troublé par ce procès, où manifestement il n'y avait pas de communication. C'était l'incommunicabilité parfaite. Ça ressemblait entre la malheureuse accusée et tout le tribunal. C'était des colibés, des invectives, elle s'est fait traiter de hyène, etc. C'était le procès de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué son amant, qui était étudiant en médecine aussi. Et je vous dirais que cette jeune personne était vraiment aux antipodes de moi-même. Mais à la fin du procès, j'étais du côté de Pauline Dubuisson. Et l'image que je conserve de ce procès est la suivante. Pauline Dubuisson, condamnée à 20 ans, ou à perpétuité, je ne me rappelle plus, se penche vers son avocat et le console. Et son avocat, Paul Baudet, a eu cette phrase qui m'est restée: Monsieur le Président, messieurs de la Cour, ma longue expérience m'a appris à aimer ceux que je défends. Voilà d'où vient ma vocation. Je termine par vous, Maître Lévy. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir avocat? L'angoisse de vivre et la haine de l'autorité chez les bien-pensants. D'accord. Alors, puisque vous êtes si court et si éloquent, je vais continuer avec vous par une autre question, si vous voulez bien. En préparant cette émission, vous avez cité, en la saluant, la phrase d'un procureur qui définissait ainsi le métier de l'avocat, ou le rôle de l'avocat. C'est un mendiant d'humanité, disiez-vous. Un mendiant d'humanité. Que faut-il entendre par là? De quelle humanité voulait-il parler et auprès de qui faut-il la quémander, cette humanité? C'est la définition donnée par un procureur français dans un système qui ne laisse que très peu de place à l'avocat. C'est le système dans lequel nous vivons, qui est un système inquisitoire, où l'avocat est un invité de la procédure criminelle, n'a que peu de droits par rapport à ceux de l'accusation, et les magistrats ont tendance à dire que ce qu'ils attendent de l'avocat, c'est une espèce de prière en faveur de l'humanité. C'est pas du tout ma conception. Ma conception est à l'opposé de cette définition. Un mendiant d'humanité. Un mendiant d'humanité, je pense que Philippe Bilger serait assez d'accord avec cette définition, qui est confortable, qui est apaisante, qui est harmonieuse. Le rôle de l'avocat est tout à fait à l'opposé de ça. Il doit être un gêneur, un empêcheur de tourner en rond, le grain de sable qui fait capoter la machine. Rien d'un mendiant. Rien d'un mendiant. Oui, j'entendais tout à l'heure que l'avocat devait être un grain de sable. Moi, je pense qu'il doit être beaucoup plus que cela. Il doit être une véritable pierre, un rocher au milieu de la procédure et à l'audience. On souffre effectivement d'un système inquisitoire où l'avocat n'a pas un rôle suffisant et dans l'attente du passage à un système accusatoire, je dirais à l'américaine, comme on l'a vu dans le reportage, enfin, le film sur Un coupable idéal, on voit bien que le système accusatoire permet à l'avocat d'être au cœur de la procédure, au cœur de l'audience, et finalement, avec son rôle supérieur, son rôle renforcé aux États-Unis, il a pu conduire à un acquittement qui, en France, peut-être, aurait été moins possible. Mais en attendant qu'on passe au système accusatoire, il n'est pas interdit aux avocats, en tout cas aux nouvelles générations, je dirais, de prendre les devants, de prendre l'initiative et de tendre vers une pratique accusatoire, en étant de plus en plus présent, en n'hésitant pas à aller harceler un juge d'instruction sur des demandes d'actes que l'on fait en se déplaçant même jusqu'à l'autre bout de la France, ou alors en étant beaucoup plus présent, mais je dirais même omniprésent au procès, sans attendre la plaidoirie finale, c'est ce qui est l'art classique, on attend que la procédure, que l'audience se termine, on fait sa plaidoirie finale. Non, pas du tout. L'avocat, il doit être présent de la première minute de l'audience, à côté de son client, jusqu'à la dernière minute, en passant par tout le long de cette audience. Et il doit essayer d'obtenir la possibilité du président de poser des questions directement
aux parties civiles, aux témoins, ce qu'on appelle le cross-examination. Vous êtes tous d'accord là-dessus, non? Oui, enfin la loi l'autorise maintenant. Donc, la loi l'autorise. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'empêchement à faire ce que vous racontez. Non, la loi l'autorise, mais depuis peu, et ce n'est pas parce que la loi effectivement vient de l'autoriser que c'est toujours facile de pouvoir effectivement s'imposer face à un président. Ça dépend de la personnalité de l'avocat. Alors, et ce que nous apprend le film que nous venons de voir justement, c'est que l'argument qui est utilisé généralement en France pour refuser le système accusatoire trop onéreux est démenti par un film où on voit d'excellents avocats payés par l'État et ne coûtant pas un centime à la personne poursuivie. Ouais. Donc, on voit bien que la question d'argent n'est qu'un prétexte ici. À quoi? Un prétexte pour ne pas entrer dans un système qui met à armes égales l'accusation et la défense. Et nous sommes loin de ce système. Alors, qu'il y ait des personnalités plus ou moins fortes, des avocats qui fassent plus ou moins bien leur travail en France, il y a d'excellents avocats en France, il y en a de très mauvais, c'est la même chose aux États-Unis, mais il n'y a pas l'égalité des armes en France. Oui, et ce film nous montre ce que ça donne quand il y a l'égalité des armes. Ça changerait le fonctionnement de la justice en France? Bien sûr, ça changerait de fond en comble. Avant de passer la parole à Maître Bilger, j'aimerais entendre Maître Vergès d'abord. Maître Bilger. Monsieur Bilger. C'est pas grave, ça n'est pas une injure. Je voudrais dire, c'est dans un procès, vous avez l'accusation, représente la société. Et l'avocat, lui, en l'occurrence. Et l'avocat, lui, représente l'humanité. Le seul qui connaît la personnalité de l'accusé, quand il aime cette profession, c'est l'avocat, qui se rend non seulement à la prison pour discuter du dossier, mais pour parler du temps qu'il fait, du temps qu'il fait, des femmes, du cinéma, de la musique. Et donc, on juge un homme, on ne juge pas un fait, on juge un homme. Mais le parquet, l'accusation ne connaît pas cet homme. Comment connaître un homme à travers un interrogatoire binaire pendant une semaine ou 15 jours ou 3 semaines? Votre compte était-il à découvert? Votre femme vous trompait? Vous vous êtes disputé avec votre voisin? Oui, non, oui, non. Mais l'homme lui-même, qui le connaît? Et c'est seulement l'avocat qui peut le connaître. Et nous ne sommes pas là pour l'impunité, nous sommes là pour la prudence. Ne prenez pas de décision à l'improviste en vous pressant sous la pression de l'opinion ou pire, des autorités. Et je voudrais faire cette réflexion sans vouloir offenser le représentant du parquet. Regardez-nous tous ici en ce moment. Voyez les avocats, je regardais, personne ne porte de décoration. Le représentant du parquet porte une belle décoration. Je ne pas l'audience, vous savez. Non, mais peu importe. C'est un peu juste parce qu'il y a hélas beaucoup d'avocats qui sont décorés. Mais je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux qui sont ici. C'est une forme de vanité que ne pas l'apporter. Le marchandage à l'américaine, faisant fi de la vérité, est quelque chose de profondément malsain dans le système accusatoire américain. Il peut faire fi de la vérité. L'accusé peut préférer, effectivement, plutôt que de prendre un risque terrible, pourquoi pas la peine de mort dans certains États, peut préférer, effectivement, faire cette espèce de deal judiciaire. Il y a un tas de gens qui avouent des faits qu'ils n'ont pas commis parce qu'ils espèrent un sort meilleur. Je crois que ça se passe tout le temps ici. Je crois que c'est profondément malsain, mais on peut imaginer en France un système accusatoire qui ne permettrait pas ce marchandage. Et quand Solange Doumy disait tout à l'heure que le système accusatoire est mauvais parce que ce serait un système de riches, qui favoriserait les riches. Je suis d'accord et pas d'accord avec elle. C'est vrai que ce serait un système de riches parce que quelqu'un qui a plus d'argent se paierait les meilleurs avocats, mais ce n'est pas une raison pour exclure, écarter un système qui serait bon en lui-même. Le fait qu'elle favoriserait, que ce système favoriserait les gens riches n'est pas suffisant pour écarter ce système. Il faudrait au contraire permettre à ceux qui sont les plus démunis d'avoir accès à une défense pénale forte, ce qui signifie des avocats, je crois, mieux rémunérés à l'aide juridictionnelle plutôt que de percevoir ce qu'ils perçoivent actuellement, c'est-à-dire une véritable aumône. Vous ne pouvez pas travailler des centaines ou des centaines de dossiers où vous percevez l'aide juridictionnelle comme vous en travailleriez 10 en étant vraiment rémunéré. L'aide juridictionnelle, pardon, mais c'est payé combien? Mais ça dépend des procès correctionnels ou cours d'assises. Une audience correctionnelle, c'est à peu près 400 francs, quelle que soit sa durée. Donc 6 jours de procès correctionnel, 400 francs. 6 jours de procès, ça veut dire un mois de préparation. C'est absurde. Mais vous-même, vous avez été commise d'office. J'ai été commise d'office, oui. Oui. Dans mon existence, plusieurs fois. Ça vous a pas empêché de plaider avec cœur, conviction, etc. Ah non, parce que évidemment. Non, parce que l'argent vient en deuxième lieu dans mes préoccupations. La première préoccupation, c'est le client, le dossier, ce que je fais. Comment un avocat compose avec sa propre morale? Est-ce qu'il doit les laisser au vestiaire au moment où il enfile sa robe, Maître Thierry Lévy? Quand on aborde ce sujet,
savoir si on peut défendre tout le monde, s'il faut défendre tout le monde, s'il y a des gens qui refuseraient de défendre. Il y a énormément d'hypocrisie de la part, notamment des avocats, qui se font un avantage, un mérite de défendre des causes difficiles. Alors que c'est très facile d'accepter une cause apparemment indéfendable. En revanche, c'est très difficile d'obtenir un résultat dans une cause indéfendable. De sorte que la seule question qu'un avocat doit se poser, c'est pas la question morale de savoir si on peut défendre Papon, Barbie, X ou Y, c'est de savoir si on sera utile. Voilà la question qu'il faut se poser. C'est la seule. Est-ce qu'on va faire quelque chose de bien? Est-ce qu'on va faire quelque chose de bien en dehors du plaisir qu'on a à se montrer à côté d'un accusé spectaculaire? Voilà la vraie question. Maître Vergès. Moi, je crois que quand on défend quelqu'un dans une cause difficile, dans une affaire difficile... Et Dieu sait que ça vous est arrivé. Notre rôle n'est pas seulement d'obtenir une peine légère par rapport à ce qui était demandé. Parfois, nous savons très bien que les jeux sont faits dès le départ. On n'imagine pas des circonstances atténuantes dans certains procès. Par exemple, par rapport à ce que vous avez plaidé. Mais Barbie, vous pensez à Barbie, vous pensez à... Oui, bien sûr. Ce que vous avez fait est magnifique, vous êtes innocent. Nous lui disons, vous êtes coupable. Mais vous n'êtes pas non plus le monstre que l'on prétend. Vous êtes encore un être humain. Et vous n'êtes pas le seul à être placé dans cette situation-là. Des affaires indéfendables, entre guillemets. Vous avez l'accusé qui est couvert des d'opprobre. C'est un monstre, c'est une hyène, c'est ceci, c'est cela. Et c'est cet homme, et cette hyène, ce monstre, c'est un être humain qui est comme nous, qui nous ressemble. Bien sûr. Et nous devons expliquer comment il est arrivé dans cette situation-là. Expliquer, ça ne veut pas dire justifier. Ça ne veut pas dire justifier. Oui. Et je dirais plus, plus on l'accable gratuitement, plus on perd le sens du procès. Parce que si on fait de lui un sadique, eh bien on exonère le système qui lui a... de nous, oui, clairement. On exonère le système qui lui a fait faire ce qu'il a fait. Donc voilà notre rôle. Un procès, c'est un spectacle dans lequel tout le monde regarde. Le procès joue aujourd'hui le rôle, et c'est pour ça que je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces négociations secrètes, parce qu'un procès aujourd'hui, l'opinion s'y intéresse. Et elle s'y intéresse comme à Athènes au 5e siècle, on s'intéressait à une tragédie. En regardant le drame d'Édipe, c'était l'homme face au Dieu. Aujourd'hui, c'est l'homme face au pouvoir, ou face à l'argent. Et donc, dans cette affaire, il s'agit pour nous, là-dedans, de donner un sens à cela. Et cela est extrêmement important pour l'accusé, mais pour la société elle-même. Donc c'est exemplaire. C'est exemplaire. Et il faut que ça soit exemplaire. Dans les procès, oui, il faut que ça soit exemplaire. La peine doit être exemplaire. La peine, on se bat également pour que la peine... L'un n'interdit pas l'autre, c'est une vision absolument schématique que de croire que donner un sens à ce qui arrive, ça veut dire qu'on néglige la peine. Ça, c'est un point de vue. Le procureur, lui, il est forcé d'ignorer ce sens pour accabler et demander une peine. Mais Maître Vergès, le problème, vous avez une conception horriblement sommaire de la justice et du rôle de l'accusation. Mais écoutez, ça n'est pas possible que vous disiez des choses comme ça. Vous n'avez pas le monopole de l'humanité. Non, mais pour reprendre... est-ce que les magistrats connaissent l'accusé? Mais écoutez... Vous allez discuter avec eux en prison? Mais non, d'ailleurs, avez-vous tellement discuté avec vos accusés en prison? D'autre part... Là, ça devient... Non, mais non. Alors, attention. Alors, je vous répondrai que quand Barbie était en prison à Lyon, j'allais toutes les semaines le voir. Bien sûr, mais je l'admets tout à fait, mais je veux dire, vous n'avez pas eu que ces accusés-là. Vous êtes comme beaucoup d'avocats. Je vous dirais qu'un jardinier marocain dont le nom vous dit quelque chose, je le voyais tout le temps. Oui, alors ne me faites pas ce procès d'intention. Je ne vous fais pas de procès. Mais moi, je ne vous attaque pas personnellement. Je dis que les magistrats ne connaissent pas les accusés qu'ils jugent. Mais les avocats généraux, par exemple, ont 3 jours d'audience, 4 jours d'audience. Au cours, non, mais pas du tout. Maître Vergès, tout de même, ne plaquez pas la complexité de votre esprit de manière aussi sommaire sur la réalité criminelle. C'est tout de même plus compliqué que cela. D'accord. Maître Lévy, y a-t-il des prévenus indéfendables? Non, ce n'est pas du tout ma conception. Personne n'est indéfendable. Tout se juge, donc tout se défend. Il n'y a pas de crime que le juge refuse d'examiner. Il n'y a pas de crime que l'avocat refuse de défendre. La seule question, c'est comment va-t-on s'y prendre pour assurer à celui qui est dans une position difficile une défense
qui soit à la fois efficace et respectueuse de sa personne. Choisir selon les causes, en fonction de la gravité qu'on attache subjectivement à telle ou telle infraction, c'est ruiner la base même du métier qu'on exerce. Parce que un tel n'aime pas les chauffards, un tel n'aime pas les violeurs, un tel n'aime pas les pédophiles, un tel n'aime pas les chefs d'entreprise, et il n'y a plus de place pour la défense. Et donc vous auriez défendu Papon sans Mais j'aurais défendu Papon sans hésiter. Papon ne me l'aurait pas demandé. Et Barbie encore moins. Bien. Mais s'il l'avait fait, je l'aurais fait. Je les aurais défendus sans aucun état d'âme, sans l'ombre d'un état d'âme, en me disant, est-ce que c'est vraiment moi qui vais réussir le mieux à assurer la défense de M. Papon, qui intelligemment n'a pas choisi, ou alors inintelligemment n'a pas choisi. Intelligemment n'a pas choisi un avocat juif. Oui, voilà, par exemple. Thierry Lévy, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que chacun d'entre nous a ses limites? Toute personne doit être défendue. Mais est-ce que l'avocat n'a pas ses propres limites pour dire il y a certaines affaires que je ne peux pas prendre, et pas d'abord l'accusé ne me le demanderait pas, mais qui plus est, je ne saurais pas le faire. Est-ce que nous n'avons pas aussi cette humilité à avoir, comme Maître Doumic qui dit, moi je ne peux pas à titre personnel défendre des chauffards. Non, ça, je ne peux pas. Ça oui, mais... Maître Villemain, là-dessus. La réponse de Thierry Lévy est celle d'un avocat, et je le reconnais là. La position de Michel Zaoui, par contre, me paraît curieuse, mais en même temps, elle ne m'étonne pas. Pourquoi parce que Michel Zaoui est plus qu'un avocat, il est un militant. Bah, vous aussi, on peut dire. Pas du tout. Moi, une personne me demande que je sois sa parole, que je sois sa voix, j'accepte, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'accusation, quelle que soit la personne. Sans problème de morale particulier. Mais jamais. Mais ça, c'est faux. On dit ça quand on n'a pas réfléchi. Absolument. Quand on n'a pas eu le problème qui s'est posé en face de soi. Moi, je dis que toute cause est défendable, mais que tout avocat ne peut pas défendre absolument tout. Et quand on dit qu'on défendrait absolument tout, sans réfléchir, et très bien, c'est faux. On n'est pas capable de tout défendre parce qu'il y a un moment où on a des tripes qui, malgré tout, sont plus fortes que la défense qu'on veut acquérir. Effectivement, si vous prenez l'exemple extrême de l'assassin de ma mère, là, on rentre dans des schémas extrêmement particuliers. Et j'ai le droit de considérer que l'exemple extrême, pour moi, c'est le chauffard. Qui n'est pas valable. L'avocat, digne de ce nom, donne sa parole à qui la lui demande. Mais là, vous avez attaqué, attendez, Maître Villemain, vous avez attaqué assez sèchement Maître Zaoui, là. Parce que vous dites, oui, il faut répondre, parce que vous avez dit, lui, c'est un militant, et vous, quand vous défendez Papon, vous n'êtes pas du tout un militant. Non, moi, je ne suis qu'un avocat. Mais aux côté d'une personne seule, face à une meute vociférante. La meute vociférante, c'est Zaoui. Non, mais ils étaient 25. Ils étaient 25, ils étaient Zaoui. Monsieur Villemain, ne refaites pas le procès Papon. On leur fera. Vous êtes en train de refaire votre plaidoirie où vous dénonciez les partis civils qui étaient une meute. Le procès Papon est terminé. Laissons ça de côté. Et je ne crois pas, en ce qui me concerne, être un avocat militant, ou alors sauf que je suis un militant de la défense de l'accusé, de la défense de partis civils. Simplement, j'ai dit tout simplement tout à l'heure qu'il y a des limites à non pas à mes compétences, à mes capacités, et je revendique cette possibilité de limite, alors que j'ai la stupéfaction d'entendre que certains n'ont aucune limite, et donc ils peuvent tout faire, et je dirais que dans ce cas-là, quand on pense qu'on peut tout faire, probablement on doit faire mal. Si vous me permettez de m'immiscer dans ce débat interne aux avocats, si j'étais avocat, moi je considérerais qu'aucune cause n'est indéfendable pour une raison simple. Y compris l'exemple du chauffard, pas absolument, mais je respecte tout à fait la position de Solange. C'est hautement respectable. Mais parce que je crois pas du tout parce que il faut défendre à partir du moment où ça peut être jugé, mais parce que je crois profondément, et je le vis, que l'humain, aussi odieux soit-il, n'a jamais rien qui ne permet pas de l'expliquer et de le comprendre. Merci. À partir de là, il me semble que ce serait un rejet un peu artificiel que d'exclure de son champ de compétences et de passion des choses qui transgressent des convictions intimes tout à fait honorables. Un avocat franchit pour la première fois l'enceinte d'une prison. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il ressent, Maître Villemain? Pour la première fois, ouais. C'est comme un baptême, c'est comme la première plaidoirie devant une cour d'assises. On reçoit une sorte d'onction, on devient vraiment avocat, car aller au fond d'une prison, c'est l'acte de l'avocat pénaliste qui est le seul
véritable avocat. Les avocats d'affaires, des tours de verre, c'est autre chose, c'est un autre monde. Celui qui franchit les portes d'une prison pour la première fois reçoit une sorte de baptême. Mais il y a une sorte d'émotion. C'est une conception assez étonnante. Oui, peut-être étonnante, mais c'est la mienne. Et je dirais que pas seulement la première fois, mais ça se répète à chaque fois. Donc c'est un baptême à répétition. 100 fois. Non, le baptême c'est la première fois. On m'a posé la question sur la première fois. Mais je dois dire que l'émotion est toujours là. La 10e fois, la 100e fois, la 200e fois, quelles que soient les prisons, Fresnes, la santé. C'est une vision sûrement naïve, sûrement. Je peux comprendre qu'on la prenne comme celle-ci, mais c'est la mienne.